Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment particulièrement ravie de vous retrouver aujourd'hui, d'autant plus que d'un point de vue très personnel, mais je pense que c'est assez partagé par un nombre d'entre nous, c'est quand même un mois de novembre très compliqué. Bon, comme à peu près tous les mois de novembre, mais cette année, il est bien piquant. Donc pour ma part, en tout cas, j'arrive ici avec une grande joie de partager ce moment avec vous ce soir, dans la grisaille de cet automne un peu complexe. Et surtout, je suis très très contente de vous présenter la question du dépassement de l'idéal de beauté avec ces 3 artistes sur lesquels on va se concentrer aujourd'hui, où j'ai vraiment pris une grande joie à travailler dessus, à essayer de trouver un peu des axes particuliers pour parler de ces artistes que vous connaissez probablement déjà très bien, en tout cas au moins pour Niki de Saint-Phal. Vous avez aussi peut-être eu l'occasion de voir l'exposition aux abattoirs à son sujet. Alors justement, ce que je vous propose aujourd'hui avec ces artistes-là, c'est de prendre un petit peu des points de vue décalés par rapport à ce qu'on a vu à la première conférence où on a plutôt parlé des idéaux de beauté classiques et de se concentrer un petit peu là sur comment les artistes vont dépasser ça, vont questionner ces idéaux de beauté. Et puis ça va me permettre aussi de vous parler de leur procédé de création, puisque c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans les artistes sur lesquels j'analyse un petit peu les vies d'un point de vue historienne de l'art, mais il y a aussi le côté praticienne de l'art, puisque moi-même je fais de la peinture, où je vais m'intéresser vraiment à comment est-ce qu'ils font, comment ils et elles font pour faire leurs œuvres, tout simplement pour produire leurs œuvres. Et vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes chez ces 3 artistes. Donc comme d'habitude, on va commencer avec une petite intro plutôt théorique, et ensuite on va vraiment s'intéresser aux œuvres et aux artistes en eux-mêmes. Et si vous avez des questions, des commentaires à faire, je vous prierai de lever la main de manière bien distincte, parce que je ne vois pas très bien là avec le contre-jour, et on vous fera passer un petit micro, et voilà, on se réservera aussi un petit temps en fin de conférence pour discuter de ça, si ça vous convient. Voilà, donc à nouveau, le regard que je vous propose est mon regard personnel, il n'est pas du tout exhaustif, donc on ne va pas aborder l'ensemble de la carrière de ces artistes, mais seulement des aspects très particuliers que j'ai choisis. Et surtout, on va essayer de répondre à cette question du dépassement des idéaux de beauté en passant par le corps. Pour commencer, je voulais vous parler de 2 intellectuels que j'aime beaucoup et qui ont un petit peu réfléchi à cette question de la beauté en termes politiques. Puisque vous savez que quand on se pose des questions, même avec un biais, on va dire historien, historienne de l'art, on est toujours dans un questionnement de la société, donc dans quelque chose qui est politique. Et pour ce faire, Annie Lebrun, qui est une personne très intéressante, qui est encore en vie aujourd'hui, qui a fréquenté de très près les surréalistes, ça a été une femme surréaliste, qui est très peu connue, qui a beaucoup écrit des ouvrages très intéressants justement sur la notion de la beauté et de la laideur, dont celui qui est paru en 2018, qui s'intitule « Ce qui n'a pas de prix, beauté, laideur et politique », que je vous conseille absolument, qui est un livre génial. Et dans cet ouvrage, elle parle de ce qu'elle appelle l'esthétisation du monde. Donc je vais vous lire la petite citation que j'ai extraite. « L'esthétisation du monde tue les arts et traditions populaires. Elle donne l'exemple de l'ancien musée des arts et traditions populaires créé en 1937 sous le Front populaire à Paris, qui a été le premier musée ethnographique et qui est devenu en 2017 la maison LVMH, Art, Talent, Patrimoine. Donc vous savez, LVMH, c'est Louis Vuitton, donc c'est très très relié aussi à l'industrie du luxe, etc. Et c'est vraiment une critique majeure qu'elle va faire dans son ouvrage, qui est ce rapprochement, cette récupération de l'artisanat et des arts du monde, populaires ou moins populaires, avec l'industrie du luxe et ce lissage, cette espèce d'effacement des frontières entre ces deux mondes. Elle va beaucoup le critiquer et voilà, je voulais parler de ça en introduction justement parce que la notion de la beauté et de son dépassement, mais aussi de la définition occidentale de la beauté ou extra-occidentale, justement avec cette question de l'artisanat, elle est extrêmement politique et extrêmement politique aujourd'hui, puisqu'on voit qu'une initiative des années 1930 a été détournée et récupérée
par l'industrie du luxe aujourd'hui pour en faire quelque chose avec un sens complètement différent. Dans cette même lignée, mais d'une manière différente, on a aussi Umberto Eco, qui a écrit sur la laideur et sur la beauté, donc des ouvrages qui sont parus chez Flammarion dans les années 2010. Je vous lis là la petite citation. « Aucune conscience de la relativité des valeurs esthétiques n'élimine le fait que, en ce cas, nous reconnaissons sans hésiter la laideur et que nous n'arrivons pas à la transformer en objet de plaisir. Alors on comprend pourquoi l'art, au cours des siècles, est revenu avec tant d'insistance sur la représentation de la laideur. » Bon, ça, on en a déjà parlé la dernière fois qu'on s'est vu, avec des exemples un petit peu fétichisés de laideur en peinture. Mais ce qui est intéressant, justement, c'est le rapprochement qu'Umberto Eco fait avec la notion de plaisir. Et cette notion de plaisir, elle peut être aussi reliée à une notion de consommabilité. Et la laideur serait alors, sous un point de vue hypothétique, quelque chose qui pourrait être anticonformiste puisque non directement consommable. On reviendra dessus au fil des prochaines conférences. C'était juste pour vous montrer un petit peu et surtout pour vous conseiller ces ouvrages qui sont très intéressants et qui sont reliés à cette question du dépassement de la beauté. Sans plus tarder, je vais commencer par la première artiste qu'on a sélectionnée en équipe, donc quand on a fait le programme avec l'équipe du Pavillon Blanc. C'est Marie-Guimine Benoît. Donc je voudrais déjà savoir qui dans cette salle connaît cette artiste. Personne, d'accord. Bon, c'est super, ça veut dire que je sers à quelque chose ce soir, je suis ravie. Alors non, mais vraiment, pour le coup, là, je suis très contente que vous la connaissiez pas et que vous la connaîtrez du coup en sortant de cette salle, puisque c'est une artiste qui est absolument essentielle et très très importante dans l'histoire culturelle et artistique de la France, mais que moi, je n'ai connue qu'en Master 2, donc j'avais déjà fait 5 années d'études en histoire de l'art, et pourtant, c'est une artiste, vous allez voir, qui est absolument essentielle et très très méconnue, et je suis toujours très très contente de la présenter, parce qu'elle fait partie de tous mes corpus d'œuvres que je présente dans tous mes cours, que ce soit philo de l'art, que ce soit base en culture artistique, pour des licences 1, pour des Master 2, pour des collègues en thèse, pour vous, enfin pour tous les publics que je peux côtoyer. C'est vraiment une artiste que j'intègre à tous mes corpus, vous allez comprendre pourquoi. C'est... Bon, j'en dis pas plus pour l'instant, vous allez comprendre après. Donc, Madame Marie-Guimine Benoît est une artiste du début du 19e siècle, donc qui est une peintre ou peintresse. Hein, c'est vraiment l'expression là pour les artistes femmes. C'est vraiment une question. Comment est-ce qu'on les appelle? Est-ce qu'on dit peintre ou peintresse? Ça dépend si vous dites auteur ou autrice. C'est un petit peu à votre libre appréciation. Moi, j'ai pas encore pris ma décision personnellement. Néoclassique, donc vraiment dans une inscription très conventionnelle pour le coup pour le 19e siècle, dans la lignée de David et d'une peinture vraiment figurative, très lisse, avec une touche quasi invisible. Vous savez, la touche, c'est quand on voit plus ou moins fort la marque du pinceau sur la toile. Par exemple, la touche des impressionnistes est très visible et la touche néoclassique est quasiment invisible. Donc son père était fonctionnaire, son mari était banquier, elle était donc plutôt dans une catégorie socio-économique aisée, avec 3 enfants, et elle a été formée par Élisabeth Vigée-Lebrun, qui était donc son aînée, et dont on a déjà parlé ici, mais aussi par David. Il faut savoir que David avait un atelier ouvert aux artistes femmes, ce qui à l'époque n'était pas commun, puisqu'il y en avait quand même très peu. La raison pour laquelle il y avait très peu d'artistes femmes, on pourrait l'évoquer dans une conférence complètement dédiée à ça. Et il y a beaucoup de théoriciennes féministes, dont Linda Nochlin, dans les années 1970, qui ont écrit là-dessus. C'est simplement parce que les femmes étaient exclues du système d'apprentissage de l'art. Donc à cette époque-là, hein, je vous parle du passage entre le 18e et le 19e siècle. Donc la raison systémique pour laquelle il y a moins d'artistes femmes que d'artistes hommes en Occident, c'est parce qu'elles étaient exclues dès le début du système d'apprentissage. Donc c'est vraiment ça qui a joué sur la quantité. Donc c'est une artiste qui va traverser des périodes historiques très particulières, donc la Restauration,
Elle va devoir renoncer à exposer afin de ne pas nuire à la carrière politique de son époux. Donc on retrouve des lettres où elle exprime avec regret son arrêt de carrière artistique justement à cause de ces questions politiques. Et c'est vraiment une femme qui va sacrifier sa vie artistique, sa célébrité pour sa vie de famille. Ici, j'ai choisi de mettre un autoportrait de madame où donc c'est intitulé Autoportrait copiant le Bélisaire et l'enfant à mi-corps de David. Et c'est une représentation assez classique d'hommage d'une élève à son maître où elle copie un de ses tableaux. Mais c'est aussi un autoportrait de force puisqu'elle se représente avec les outils du peintre en train de travailler. Donc certes dans une posture néoclassique avec un travail particulier sur les drapés, etc. Mais tous les portraits ou autoportraits que vous verrez de femmes artistes de l'époque du 18e, 19e tenant en main palette et pinceau sont des portraits qui sont absolument engagés politiquement puisqu'ils ont vocation à montrer que c'est la femme qui peint, qu'elle est technicienne, qu'elle sait faire et ce ne sont pas des portraits anodins. J'ai choisi assez peu d'œuvres aujourd'hui à vous montrer pour les trois artistes parce que j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu plus en profondeur sur chacune d'elles. Et là, je vais vous proposer un petit exercice. Donc, ce tableau s'intitule « L'innocence entre la vertu et le vice » et donc daté de 1790. C'est une huile sur toile. Et ce que je vais vous demander de faire là pendant quelques minutes, c'est d'essayer de me dire pourquoi ce tableau est révolutionnaire. Pourquoi est-ce qu'il est radicalement nouveau pour l'époque? Alors c'est un petit peu compliqué parce que quand on le regarde au premier abord, on a des éléments strictement néoclassiques, de référence à l'Antiquité grecque, avec les colonnades, avec une grande place accordée au paysage, les drapés, une référence mythologique et métaphorique avec ses qualités, innocence, vertu, vice. Il y a peut-être un lien à faire avec les couleurs qui sont choisies, l'histoire de France, mais c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Là, je vous ai donné des indices. Alors, est-ce que vous auriez une idée de pourquoi l'iconographie même, les choix iconographiques, voilà, j'ai donné beaucoup d'indices quand même, de ce tableau en font un tableau révolutionnaire? C'est beaucoup plus gros et simple que ça. C'est vraiment très très... alors, le monsieur disait que ça renvoie aux couleurs du drapeau de la France, mais c'est vrai. C'est sûr que c'est vrai, mais c'est pas du tout ça que je veux que vous deviniez. C'est encore plus flagrant et grossier que ça, quoi. Enfin, grossier, pas grossier, mais je veux dire énorme, quoi. Personne a une idée? Prenez le micro, prenez le micro. C'est pas si facile et c'est drôle parce que peu importe l'âge des gens à qui je pose cette question, personne ne devine tout de suite. C'est deux femmes qui ont l'air d'être alliées. Et donc qui échappent ou qui échappent au vice. Et qu'est-ce qu'il a le vice? Comment? Qu'est-ce qu'il a le vice de particulier? Tu y es presque. Bon, je vous donne la réponse. Bon. mais vous allez voir, c'est pas du tout moi qui suis en train de vous dire un truc dur, hein, je vous assure. C'est vraiment que on a un regard... bon, bref, je vous donne la réponse et puis on en discute. En fait, effectivement, tu as raison, c'est deux femmes sur la droite qui s'enfuient, en fait, qui essayent de fuir pardon, vous m'entendez? Qui essayent de fuir le vice, mais la particularité surtout, c'est que c'est une des premières représentations jamais faites du vice en tant qu'homme, en fait. Le vice a toujours été représenté sous des traits féminins depuis que Ève a croqué la pomme. Vous vous en souvenez de ça? Donc, une des premières représentations de
du vice sous des traits masculins et de l'innocence et de la vertu sous des traits féminins, qui plus est alliés avec peut-être même un sous-titre lesbien, mais ça on n'a aucune confirmation, qui s'enfuient ensemble pour vite sauter des bras de ce vice. Et ça, c'est un sous-texte iconographique qui est quand même très discret et en même temps qui a eu une réception à l'époque de production du tableau absolument exceptionnelle. Puisque vous savez que les néoclassiques étaient très attentifs à l'iconographie, à la littéralité du contenu du tableau, au fait qu'on puisse lire le tableau avec des références directement liées à la littérature mythologique et classique. Et donc imaginez la réception choc, le scandale qu'a créé ce tableau au moment de son exposition au salon de 1790. Donc ça, c'était la première petite devinette du soir. Et là, on dépasse les questionnements justement d'idéal de beauté au sens littéraire, puisque pour toute l'iconographie métaphorique, l'idée de représenter sous les traits d'un homme ou d'une femme, toutes ces choses-là ont beaucoup de sens et d'importance. Et rien que pour ça, mais ce n'est que mon avis personnel, je pense que c'est une peinture qui serait intéressante d'avoir aussi dans les corpus d'historiens et d'historiennes de l'art à la fac, et même avant d'ailleurs. C'est des choses qui rendent cette peinture néoclassique encore plus intéressante que ce qu'elle pourrait paraître comme ça au premier abord. Et c'est ce qui permet aussi de faire un lien avec l'importance du contexte de réception, du contexte social de production de l'œuvre. Deuxième raison qui me fait penser que Marie-Guillemine Benoît n'est pas assez étudiée et pas assez présente dans les corpus de culture française, c'est ce portrait d'une femme noire de 1800. Donc, je vous donne d'abord quelques éléments contextuels. Donc, ce portrait est exposé au Salon de 1800. Son premier titre, c'est Portrait d'une négresse, et ça a été ensuite changé, comme les mœurs changent aussi, en Portrait d'une femme noire, qui était quand même un peu moins agressif. Et ce portrait arrive 6 ans après la première abolition de l'esclavage, et c'est son chef-d'œuvre. Alors, évidemment... Donc il y a 1794, première abolition, puis 1802, Bonaparte rétablit l'esclavage, et 1848, fin définitive. Voilà, c'est ça la petite chronologie. Mais quand ce tableau est exposé au salon, il est évidemment dans une actualité politique brûlante. Et en plus de ça, il est peint par une femme et on y représente une femme noire. Donc il y a quand même beaucoup de choses assez scandaleuses dans ce tableau. Mais ce qui est intéressant de constater déjà quand on le regarde en termes de composition, de choix artistique et plastique de la peintre ou peintresse et de sa modèle, c'est qu'il y a une influence directe de David. David utilisait cette posture pour ses portraits de femmes nobles, un petit peu assises en biais comme ça, avec un regard très naturel et en même temps un petit peu mystérieux, la main posée sur les cuisses, l'usage aussi du drapé grec avec des couleurs très très simples, mais évidemment reliées aussi aux couleurs symboliques de la France, et surtout avec un arrière-plan neutre. Ce fond neutre qui est très très caractéristique de David. Donc ici, il y a à la fois un hommage direct à David qui a été un de ses maîtres, mais aussi un lien direct qui est fait avec les postures de portrait de femmes nobles. Donc on applique à une femme inconnue, noire de peau, la même posture qu'à une femme noble. Sans parler évidemment du traitement magnifique des drapés, de la peau, de la texture, mais vous y penserez quand vous retournerez au Louvre la prochaine fois, vous essayerez de trouver ce tableau. Et ce que je n'ai pas dit et qui est quand même très important, c'est que c'est une des premières représentations en peinture d'une femme noire dans l'histoire française de la peinture en tout cas. On connaît un petit peu plus facilement l'image de la servante dans Olympia de Manet, mais là on n'a pas un portrait de servante, là on a un portrait
avec un cadrage très particulier, avec une dignité, où il y a vraiment un engagement politique très fort de la part de Marie-Guillemine Benoît pour représenter cette femme dont on n'a que très peu d'informations d'ailleurs, en état de grâce. Et évidemment, pour moi qui suis jeune bébé prof d'art et d'histoire des arts, c'est quelque chose qui est absolument essentiel pour moi, de faire passer à la fois aux étudiants et étudiantes en histoire des arts, en pratique artistique, mais aussi aux futurs profs d'art plastique que je forme aussi cette année, qui vont passer le CAPES Arts Plat, tout simplement pour leur élargir aussi leur champ de référence et pour faire favoriser une relecture critique de la discipline histoire des arts elle-même, puisque moi je n'ai connu cette œuvre qu'en rentrant en thèse, et comme vous pouvez le constater vous, j'imagine que peu d'entre vous ont déjà vu ce portrait magnifique. Voilà, donc là on a aussi une question vraiment intéressante sur le dépassement de l'idéal classique de beauté, puisque la question de la couleur de la peau est quand même très importante aussi là-dedans, et qui plus est, portrait fait par une femme. Donc on est vraiment là dans une affirmation politique émancipatrice très forte. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans transition aucune. Ah mais on a 1 heure, hein. Il faut tenir l'heure, on respire pas, on bronche pas, voilà, c'est autoroute. Mais il y a quand même une transition, puisque la sculpture que j'ai choisi de vous montrer en premier de Niki de Saint-Phal est évidemment aussi une sculpture d'une femme noire qui fait directement référence à Rosa Parks, mais on va y revenir. D'abord, je vous donne quelques éléments biographiques. Donc Niki de Saint-Phal, née en 1930 et décédée en 2002. De son nom originel, Catherine Marie-Agnès Phal de Saint-Phal. Père banquier, famille aisée et pas de problème là-dessus. C'est vrai que ça tranche un peu avec le choix d'artistes qu'on avait la première fois qu'on s'est vu, où tout le monde était un peu autodidacte, sans parents riches, c'était un petit peu plus complexe. Là, pour ces 2 artistes, on est quand même sur des personnes qui sont privilégiées socialement, et c'est pas inintéressant de le savoir, dans le sens par exemple où Marie-Guillemine Benoît, à son époque, donc au début du 19e siècle, ça aurait pas du tout été possible pour elle de poursuivre une carrière artistique si elle n'avait pas eu des parents fortunés. C'est aussi un critère important. Alors néanmoins, la richesse ne fait pas le bonheur, hein, je vais pas, voilà, très cliché, mais Niki de Saint-Phal a subi un viol à l'âge de 11 ans, et c'est quelque chose qu'il a poursuivi toute sa vie. Pour celles et ceux qui ont vu l'expo aux abattoirs, vous savez que c'est une pratique c'est quelque chose, un trauma qui lui est arrivé, qui a eu énormément de conséquences sur sa pratique artistique. Et régulièrement, Niki de Saint-Phal a aussi dit que l'exercice de l'art a été pour elle une manière de ne pas devenir complètement folle. Je vous lis une petite citation de Niki de Saint-Phal. « Peindre calmait le chaos qui agitait mon âme et fournissait une structure organique à ma vie sur laquelle j'avais prise. C'était une façon de domestiquer ces dragons qui ont toujours surgi dans mon travail tout au long de ma vie, et cela m'aidait à me sentir responsable de mon destin. Sans cela, je préfère ne pas penser à ce qui aurait pu m'arriver. » Néanmoins, Niki de Saint-Phal assume quand même complètement le côté autodidacte de sa pratique artistique, et elle dit qu'elle a plus été en lien avec des artistes de son époque qui l'ont inspirée, qui l'ont aidée, donc des échanges directs avec des personnes produisant, que des écoles d'art ou des apprentissages plutôt classiques. C'est quelque chose qui va être intéressant aussi. Donc elle a, en termes de références, 3 références majeures qui vont être Gaudi, Pollock, mais aussi le facteur cheval. Donc vraiment là, un lien très fort avec l'art populaire, hein, la construction avec les petits riens, sans suivre des règles d'ingénierie ou de maçonnerie particulières, mais en étant vraiment dans l'expérimental, dans une moitié sculpture, moitié architecture, avec une visée vraiment très alternative. Et en même temps, elle a aussi fréquenté les nouveaux réalistes, donc Yves Klein, Pierre Restany, etc. Les nouveaux réalistes, qui sont donc cette avant-garde française des années 60,
qui pratiquait un recyclage poétique du réel urbain, industriel et publicitaire, avec des récoltes d'éléments directement prélevés de la rue, des performances, beaucoup de mélange de peinture, action, art éphémère, etc., etc. Et notamment, à cette époque-là, donc dans les années 60, Niki de Saint-Phalle faisait ses tableaux tirs, que vous connaissez peut-être. C'était de la peinture performance, où elle affichait une toile au mur avec des sortes de ballons remplis de peinture. Elle tirait dessus à la carabine, et ça a explosé, ça faisait des coulures de peinture sur les tableaux. Et donc déjà, cette notion de déconstruire la peinture classique et de réfléchir à d'autres outils que le pinceau pour peindre et d'investir le corps vraiment de manière très très forte dans la fabrication même du tableau. Néanmoins, c'est pas de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Juste pour finir, donc elle épouse Jean Tinguely en 1971. Donc Tinguely, c'est quelqu'un qui a fabriqué des machines à peindre, qui était très intéressé aussi par les liens entre mécanique, robotique, peinture, déshumanisation du geste artistique, mais fabrication. C'est vraiment le mot le plus important pour les deux, c'est fabrication, puisque les deux ont aussi beaucoup travaillé ensemble, on va le voir dans les œuvres desquelles je vais vous parler ensuite. Elle a été très engagée contre le racisme et pour le féminisme, et un exemple très important, c'est donc les nanas. Alors je pense que vous vous doutiez bien que j'allais vous parler des nanas aujourd'hui, puisque le thème de la conférence c'est le dépassement des idéaux de beauté, donc on est vraiment là sur un corps avec des rondeurs, avec des formes exagérées, un corps joyeux, un corps plein de vie, et qui va vraiment mettre en chair différentes manières de voir le corps et de le voir vraiment en volume, quoi. Et il y a une nana que je trouve très intéressante qui est celle-ci, donc My Heart Belongs to Black Rosie, mon cœur appartient à Black Rosie, qui date de 1965. Et je vous dis justement, avant de vous parler un peu du fond, les techniques qu'elle a utilisées. Donc on est sur tissu, grillage, laine et peinture. Gardez-le bien en tête parce que ça va beaucoup évoluer les manières dont elle fabrique ces nanas, notamment quand elle va aller vers de la très grande taille, ce qu'on va voir juste après. Et il y a aussi une notion d'utilisation de matériaux industriels, de nouveaux matériaux, de mélange de matériaux, qui va être vraiment très engagée dans son époque, elle va tout simplement utiliser des matériaux pauvres pour faire ses sculptures, alors que la sculpture classique, par définition, doit durer au-delà du temps de vie et de l'époque de l'artiste, et donc devrait être en marbre ou en bronze, enfin dans des matériaux qui sont vraiment beaucoup moins périssable que ce que Niki de Saint-Phalle va utiliser dans sa carrière, notamment la laine, mais aussi la colle de lapin, des choses vraiment beaucoup plus particulières. Enfin, on en reparle après. Je reviens rapidement sur cette nana-là, qui fait donc explicitement référence à Rosa Parks, et le fait de faire des nanas de couleur noire avec des habits bariolés, des postures bariolées, parce que là, ça va encore, elle est à peu près classique, on va dire, mais je sais pas si vous avez déjà vu d'autres nanas qui ont des postures qui ressemblent un petit peu à des pas de danse de hip-hop, où elles sont la tête en bas, en train de... Enfin, on a vraiment l'impression de les voir danser. Il y a vraiment cette liberté du corps et cette musicalité de la sculpture qui est très importante, mais ici, pour cette nana en particulier, c'est vraiment la référence à Rosa Parks qui prime. Niki de Saint-Phalle a quand même été une des premières artistes réellement, enfin en France en tout cas, réellement engagée aussi dans la question des droits civiques. Voilà, est-ce qu'il y a des commentaires là-dessus? Ou je passe? Donc bon, pour Niki de Saint-Phalle, je me suis quand même un peu creusé la tête parce que je me suis dit c'est sûr que il et elle connaissent déjà Niki de Saint-Phalle par cœur, beaucoup mieux que moi, sous tout un tas d'angles que j'aurais peut-être même pas envisagé. Donc il fallait que je trouve quand même une approche un petit peu sympa.
Et vu que je suis allée voir l'expo aux abattoirs plusieurs fois avec mes étudiants, mais j'ai quand même pu me poser tout un tas de questions. Et j'avais envie de parler de cette œuvre particulière qui est donc l'impératrice. Alors là, on voit l'intérieur de l'impératrice. Alors, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'œuvre du Jardin des Tarots, donc il y a toute une salle là-dessus à l'expo aux abattoirs. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la conseille absolument. En fait, au fur et à mesure de sa carrière, Niki de Saint-Phalle a eu envie de faire des choses de plus en plus grandes et aussi en dehors de l'espace d'exposition classique. Et là, l'idée, c'était de travailler dans un parc et à partir de l'idée d'un jardin des tarots avec des arcanes, enfin des sculptures qui représenteraient des arcanes, de travailler sur des maxi-sculptures dans lesquelles on peut entrer, dans lesquelles on peut même habiter, puisque Niki de Saint-Phalle a dit qu'il a vécu à l'intérieur de l'impératrice. Donc c'est une manière d'envisager la sculpture en énormité, mais aussi de penser tout le mobilier à l'intérieur, tout le design d'espace, comment est-ce qu'on se sent quand on y rentre, etc. Donc il y a le côté extérieur et le côté intérieur qui est très important. Et l'impératrice qu'on voit ici, alors, je ne sais pas si vous voyez bien la taille des personnes qui sont sur la gauche par rapport à l'espace, ça me permet de vous faire aussi une introduction à la dernière œuvre de Niki de Saint-Phalle que je vais vous montrer après et sur laquelle je vais passer plus de temps. Simplement, l'idée ici, avec ces énormes chantiers, c'est de faire quelque chose justement qui va rester longtemps. Souvenez-vous de ça parce que ça va nous intéresser pour l'œuvre d'après. Et surtout de travailler avec des matériaux un peu sous l'égide de la mosaïque. Donc ici, ça va être le miroir. Mais pour celles et ceux qui ont vu l'expo aux abattoirs, où vous avez vu les grands totems, où elle travaille aussi avec des coquillages, des billes de verre, tout un tas de choses accumulées qui relèvent aussi de la matériologie pauvre de l'environnement, de prélever directement les choses là où on est. Et il y a cette idée de gigantisme et de démesure qu'on a notamment avec ces sculptures habitables qui sont vraiment une marque de fabrique de Niki de Saint-Phalle, mais qui sont aussi une partie moins connue de sa pratique artistique. Donc imaginez-vous habiter à l'intérieur d'une structure remplie de fragments de miroirs comme ça, avec tout le mobilier en accord, et ce que ça dit aussi à la fois de l'ego d'une artiste, mais en même temps aussi des fragilités, puisqu'on est sur du miroir brisé, et sur ce côté très thérapeutique qu'a l'art pour Niki de Saint-Phalle. Sans vouloir partir trop dans une analyse psychologique de comptoir, mais je trouve que c'est quand même intéressant de faire le lien entre ce qu'elle dit sur la manière dont l'art est pour elle une manière de ne pas devenir complètement folle, et sur ce qu'elle produit, comment c'est surchargé d'informations visuelles, comment c'est extrêmement riche. Enfin, moi, je me souviens être sortie de l'expo Niki de Saint-Phalle aux abattoirs très fatiguée. Je ne sais pas si ça vous avez fait ça aussi, mais voilà. Et en même temps, ce que je trouve intéressant, parce que moi, je travaille cette année dans 2 endroits où on a vraiment une approche très... on s'intéresse beaucoup au design, au mobilier, au design d'espace, notamment à l'ICID à Montauban, l'Institut supérieur couleur image design, où on forme des jeunes designers, artistes et personnes qui vont travailler dans le cinéma d'animation. Et justement, cette question de penser aussi en tant qu'artiste à comment produire du mobilier. Et en même temps, c'est pas du mobilier qui va être produit à échelle industrielle, c'est pas des chaises sur lesquelles on peut s'asseoir. Enfin, vous avez vu dans l'expo aux abattoirs, si vous y êtes allé, que la plupart des meubles, des chaises sont quand même sur des estrades ou sur des dispositifs de présentation classiques de sculpture. Il y a une seule chaise sur laquelle on peut s'asseoir. Donc ça pose aussi la question de comment est-ce qu'une artiste envisage le côté artisanat de sa pratique, mais en même temps sans que ce soit non plus des choses qui soient accessibles à toutes et à tous. Et puis en même temps, ça pose forcément la question du corps du spectateur ou de la spectatrice, notamment pour cette œuvre-là.
dans le jardin des tarots, comment est-ce qu'on reçoit une œuvre quand on pénètre à l'intérieur, qu'on peut s'asseoir, qu'on peut y rester longtemps. C'est pas du tout la même chose que dans un espace de galerie ou de musée classique. Donc il y a aussi cette notion d'accueillir le corps du spectateur ou de la spectatrice. Bon, pour ça, il y a quand même une œuvre que j'ai sélectionnée qui est un petit peu plus représentative, c'est celle-ci. Et je voudrais qu'on s'attarde un petit peu plus longtemps sur celle-là. Donc, c'est une œuvre collaborative et ça a son importance. Niki Tsinghval n'est pas la seule à la signer. Elle a fait cette œuvre avec Jean Tinguely, mais aussi Olof Hultfeldt et tout un d'autres personnes invitées, artistes, une grande équipe aussi avec, vous allez le voir, beaucoup d'heures de travail par jour passées pour monter cette œuvre, dont je vais vous parler quand même de manière assez extensive. J'ai recueilli quelques citations, notamment sur comment cette œuvre a été montée, ce qui a été très très intéressant, on va le voir. Avant tout, le titre, donc elle s'appelle On, ou On, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est une traduction directe de elle, et en même temps, ça fait référence aussi au grec ancien hubris, qui est une notion qui traduirait le mot démesure, mais démesure très liée à la crise d'ego, à une sorte de violence des passions. On va y revenir. En tout cas, les techniques sont mixtes, donc métal, grillage, tissu, peinture et toile encollée. Les dimensions, comme vous pouvez le voir avec l'échelle des spectateurs et spectatrices, sont immenses. Et c'est une installation éphémère. Alors, ça c'est quand même assez problématique comme question. Donc moi, je suis jamais allée au Moderna Musée de Stockholm, mais il paraît qu'il y a encore la tête. Je ne sais pas si quelqu'un l'a déjà vu. En tout cas, c'est une installation éphémère. Donc déjà, c'est une forme d'art très très particulière pour 1966, qui est l'année de production et d'exposition de cette œuvre. Aujourd'hui, on a l'habitude de voir des installations et des installations éphémères dans tous les sens, dans tous les espaces d'expo qu'on peut imaginer, mais pour les années 60, c'est quand même un peu différent. Bon, je vais vous lire d'abord mes quelques citations. Je pense que ça aide beaucoup à comprendre un petit peu et à se resituer pourquoi cette œuvre est exceptionnelle. Et je voulais vous montrer ça justement parce que c'est un petit peu moins connu, ou alors c'est superficiellement connu dans la carrière de Niki Tsinghval. Je commence. Il n'y avait rien de pornographique dans la On, même si l'on y entrait par son sexe. Pontus, donc Pontus c'est le directeur d'exposition qui a invité Niki Tsinghval et son équipe à venir faire cette œuvre dans le musée de Stockholm. Donc Pontus savait qu'avec cette vaste dame, il s'embarquait pour une aventure périlleuse. Aussi décida-t-il de garder secret tout le projet. Autrement, les autorités auraient pu mal interpréter les rumeurs et interdire l'exposition avant son ouverture. Nous dûmes construire un écran géant derrière lequel nous travaillions. Personne n'était autorisé à voir ce que nous faisions. Je me rappelle avoir ri plusieurs fois avec Pontus quand il nous racontait que c'était peut-être ses derniers moments au musée, avant d'être renvoyé par un ministre de la Culture indigné. Mais il tenait à prendre de risques, comme il le fait toujours quand il croit à quelque chose. Pontus Hultén avait déjà attiré à Stockholm de nombreux artistes novateurs. Il a été le premier à exposer Jasper Johns. Il amena la chèvre de Robert Rauschenberg, donc tous ces artistes phares du pop art des années 60 à New York, mais quand même très très mal compris à l'époque, avec une réception assez mitigée. C'est lui qui fit venir Jackson Pollock en Suède et organisa le premier concert de John Cage qui laissa tout le monde horrifié. Je ne sais pas si tout le monde a comme référence John Cage, mais un concert de John Cage, c'est quand même quelque chose qui, dans les années 60, était très expérimental, puisque John Cage est une personne qui a composé, je ne sais pas si vous avez vu l'expo de Damien Aspe à l'Espace Bellegarde, sur le temps qui passe, là, elle est très belle, elle finit le 3 décembre, allez-y en urgence. Il y a justement toute une pièce, une partie de l'expo sur John Cage, et notamment sur la composition de silence qu'il a faite,
Donc c'est un artiste qui a été très influent dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais très très mal compris au moment des années 60. Et donc ce directeur artistique suédois a fait venir toutes ces personnes influentes de l'avant-garde des années 60, et Nikit Saint-Phal les a rencontrés, les a côtoyés, c'est des gens qui se connaissaient. Et donc, bon, je continue un peu pour vous donner d'autres aperçus. Je trouve que c'est intéressant d'avoir les témoignages directs des artistes sur comment ça s'est passé. Enfin là, je m'imagine cette pièce avec un énorme rideau et un grand secret, personne ne doit savoir ce qui se passe à l'intérieur. Et en même temps, Nikit Saint-Phal qui bricole. Enfin bon, je ne veux pas trop vous en dire, je continue. Donc là, autre chose sur comment est-ce qu'elle a fait cette sculpture, vraiment le procédé de création. Je fis le petit modèle original qui donna naissance à la déesse. Jean, donc c'est Jean du Buffet, qui était capable de mesurer à l'œil, Tinguely, pardon, je mélange les gens, qui était capable de mesurer à l'œil, réussit à agrandir le modèle en une carcasse de fer qui était l'exacte réplique de l'original. Une fois que le châssis fut soudé, donc on est toujours dans une salle d'exposition, dans un musée, hein, on parle de soudure, on parle de carcasse en fer, enfin quand même. Une fois que le châssis fut soudé, une immense surface de grillage fut soudée pour former le corps de la déesse. Sur les petits réchauds électriques, donc moi je vois les trucs de Athlon tout petits là, les réchauds de camping, je faisais cuire dans d'énormes marmites des masses de colle de peau de lapin puantes. Donc ça devait sentir quand même particulièrement mauvais derrière ce rideau, cet énorme rideau pour cacher la sculpture. Des mètres de tissu furent mélangés à la colle puis disposés sur le squelette en métal. Plusieurs couches furent nécessaires pour cacher le support. Quand les toiles furent séchées et bien collées, nous avons peint en blanc le corps de la déesse, puis je l'ai décoré en apportant quelques modifications au modèle original. Plus tard, avec l'aide de Rico, je peignis la sculpture. Pontus travaillait nuit et jour, jouant de la scie et du marteau, participant à notre travail de toutes les façons qu'il pouvait. Pendant ce temps, Jean et Hultved s'occupaient à remplir l'intérieur du corps de toutes sortes d'attractions. Nous avions 6 semaines pour produire notre énorme géante. Nous avons dû travailler 16 heures par jour. Et justement, à l'intérieur de cette énorme nana, il y a tout un tas de choses qui font référence à beaucoup d'artistes de l'époque, notamment une fausse exposition avec des faux tableaux, un labyrinthe, un robot, un pilet le verre imaginé par Jean Tinguely, un bar, une sorte d'espace un peu discothèque, un toboggan, des escaliers pour monter sur le ventre, ce qu'on voit là-haut, les gens là sur l'espèce de terrasse. Tout un tas d'œuvres très absurdes, avec une installation lumineuse assez particulière. Un écran de télévision qui diffusait en boucle des vagues d'océan. Tout un tas de choses vraiment très expérimentales. L'idée, c'était d'avoir une vraie expérience quand on pénétrait dans la Honne. On a également un planétarium construit par Jean Tinguely dans le sein gauche et un milk bar dans son sein droit, ce que je trouve très drôle. Dans un de ses bras est projeté le premier court-métrage où joue Greta Garbo, et dans une des jambes, on trouve la galerie des faux avec des faux de Paul Klee, de Jackson Pollock, etc. Et elle dit à propos de cette exposition de fausses œuvres d'art, dans une lettre à Barbara Freeman en juillet 91, ces œuvres m'ont profondément inspirée alors qu'elles n'étaient pas considérées sérieusement par les autres artistes qui les voyaient comme du folk art. Je me suis identifiée à elles, je me suis sentie moi aussi comme une outsider, donc une personne de l'extérieur, marginale, parmi les autres artistes. Je n'ai jamais suivi d'école d'art, je suis autodidacte. Je considère ces gens comme mes professeurs et mes maîtres et je me sens beaucoup plus proche d'eux que de mes contemporains. Bon, c'est ce qu'elle dit dans les années 90, ça, du coup. Voilà, donc c'est quand même une œuvre qui a fait scandale. Bon, je pense que vous comprenez bien pourquoi aussi, puisqu'on entre quand même dans cette œuvre par son sexe, et elle a accueilli 100 000 visiteurs en 3 mois, ce qui est quand même énorme. Néanmoins, il y a aussi tout un récit sur la destruction de cette œuvre, puisque c'était une œuvre éphémère, donc elle n'est restée que 3 mois, et Nikit Saint-Phal a documenté la destruction de l'œuvre avec de la vidéo, et notamment un passage où on voit toute une équipe
uniquement constitué d'hommes en train de dévisser un sein. Et Niki de Saint-Phalle qui raconte qu'elle vit ça de manière très violente et misogyne, le fait que ce soit des hommes qui détruisent sa déesse de la féminité, qu'elle a vraiment construite là dans une optique de grandeur féminine. Et c'est intéressant aussi de lire et d'entendre ce qu'elle dit sur la destruction de cette œuvre. Donc là, on est sur une démesure du corps et sur, en plus, on a une posture de femme enceinte. On peut voir tout ce qu'elle a dans ses entrailles, visiter toute la richesse de son intérieur, et il y a tout un tas de métaphores qui peuvent être faites là-dessus. Et je trouve que cette œuvre est vraiment intéressante et elle a encore aujourd'hui, et comme l'ensemble de l'œuvre de Niki de Saint-Phalle, des vraies conséquences aussi dans l'acceptation de la forme du corps et de s'opposer aux diktats d'un corps lisse, d'un corps maigre ou mince. Enfin, c'est vraiment des choses qui, je pense, ont encore des effets vraiment dans la vie sociale, alors que c'est des œuvres qui sont quand même plutôt datées des années 60, quoi. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi, c'est dans les échanges que j'ai eus avec mes étudiants et étudiantes plus jeunes, c'est aussi au-delà de cette idée de joie, de gaieté, de musicalité des corps, il y a vraiment ce côté-là d'acceptation de la diversité, de l'altérité de corps qui seraient moins conformes. Je voulais vous montrer quand même des petits plans. Je trouve ça intéressant de voir le côté croquis et carné. Donc énormément de couleurs très chatoyantes et différentes, et toute cette organisation d'architecture interne, on va mettre ça là, on va mettre ça là. Je trouve que c'est très chouette de voir un peu comment c'est pensé. Un peu comme un temple, donc là je reprends une petite citation, c'était une kermesse, c'était la joie, c'était le retour à la mer, c'était la plus grande putain du monde. Alors ça a été dit justement parce qu'il y a tellement de gens qui sont allés la voir, donc c'est une référence un peu osée, mais vous savez que Niki de Saint-Phalle avait aussi ce vocabulaire-là. Je ne sais pas combien de milliers de spectateurs sont passés entre ces portes. Les années 60. 40 jours de construction à 16 heures par jour, comme on a dit tout à l'heure. 3 jours de destruction. 23 mètres de large, 6 mètres de haut. Et il y avait vraiment cette idée de faire quelque chose de démesuré et de complètement fou avec des moyens vraiment très très artisanaux et populaires, quoi. Enfin, la colle de lapin, cette espèce de... Enfin, il y a quand même, on n'est pas sur quelque chose qui a été imprimé avec une imprimante 3D, avec des plans, avec des ingénieurs. Enfin, c'est vraiment pas du tout ça, quoi. Et je trouve que ça, c'est important de le montrer aussi, notamment aux jeunes étudiants et étudiantes qui s'imaginent aussi quelles sont les limites de ce que je peux faire. Est-ce que je peux aller... est-ce que je peux... Quand on montre ça, c'est extrêmement inspirant, quoi. Avec si peu de moyens, d'arriver à faire des choses aussi énormes en si peu de temps. Et voilà, 3 autres nanas qui sont en extérieur, donc les 3 grâces qu'on peut trouver à Washington DC. Et pourquoi j'ai choisi de montrer cette œuvre-là, c'est surtout pour le côté vraiment d'assumer de mettre des œuvres en extérieur, de mettre des corps différents, colorés, avec des formes particulières dans l'espace de la ville. Ça a vraiment un autre effet que dans l'espace muséal classique. On n'est pas sur des sculptures qui sont sur socle, on est à même le sol, on est sur un mouvement, une matérialité, une texture de peau, tout en n'ayant aucun visage, aucun trait de visage, donc des formes assez anonymisées aussi, mais toujours dans cette optique de célébration du corps de la femme par le biais de la couleur, du mouvement, de l'énergie. Tout en dépassant, enfin il y a ce côté un peu pin-up, mais en le dépassant aussi par la joie, par le côté un peu libéré de toute contrainte et convention qui fait qu'on peut bouger son corps dans tous les sens et qui permet de dépasser ce côté un peu pin-up aussi. Il n'y a vraiment pas de transition là entre ce que je vous propose aujourd'hui. Mais comme vous me faites confiance, ça va.
Je laisse Niki de Saint-Phal derrière nous pour aller vers un artiste bien plus récent qui, je dois le dire, je le connaissais quand même déjà bien, mais en préparant cette conférence, j'ai vu des facettes de lui que j'avais pas du tout connues avant et qui me font me dire que je suis très contente de vous parler de lui ce soir, vraiment. Ça me fait très plaisir. En fait, c'est pour ça que j'adore faire ça avec vous et vous montrer ces choses et échanger là-dessus après, parce que c'est des artistes qui sont riches, en fait. C'est pas des artistes creux, qui sont des artistes de superficie. Enfin, c'est des personnes qui ont des choses à raconter, qui ont un savoir-faire, qui se sont eux-mêmes construits de manière très particulière. En dehors des réseaux de célébrités ou de mondanité. Enfin, bon, c'est moi qui aime bien aussi sélectionner ce genre d'artistes, mais c'est toujours beau, je trouve, de partager quand on a ces petites trouvailles-là et de se dire, mais en fait, ces personnes-là sont extrêmement intéressantes et inspirantes. Et ça fait beaucoup de bien, en fait, dans la vacuité de l'actu et des choses terribles qui se passent. C'est vraiment c'est thérapeutique, quoi, je trouve, de trouver cet artiste-là. Bon, bref, je vous en parle, vous allez comprendre. Donc, Ron Mueck est né en 1958, il est australien, il n'a fait que 38 sculptures dans sa vie, autodidacte complètement. C'est un artiste qui vit à Londres, en Angleterre, et qui a un tout petit atelier avec seulement 2 assistantes. C'est important de savoir ça parce que quand vous comparez avec des artistes de la même génération qui ont le même succès que lui, qui ont des ateliers qui font 3 hangars avec 70 employés, c'est pas du tout la même chose en fait. C'est vraiment pas la même chose. Vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous parler un petit peu plus de son procédé de création. Donc il a été, avant de se lancer exclusivement dans une carrière artistique, décorateur de vitrines, fabricant de poupées pour la publicité, le ciné ou la télé, notamment au Muppet Show. Il est ce qu'on appelle un artiste hyper réaliste, tout comme Dwayne Hanson. C'est celui qui a fait la grosse dame américaine avec son caddie rempli de courses, avec ses bigoudis dans les cheveux. Et il est révélé en 1997 par l'exposition Sensation à la Royal Academy of Arts, pour laquelle il a fait la sculpture Dead Dad, que je vais vous montrer juste après. Ce qu'il fait, ce sont ces sculptures que vous voyez là. Donc ici, vous avez Mask 2 en 2001, donc c'est un autoportrait. Donc c'est de la sculpture hyper réaliste. La particularité de la sculpture de Ron Mueck, c'est qu'elle n'est jamais à échelle humaine. C'est soit un peu plus petit, soit beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait s'imaginer. Donc il a par exemple fait une sculpture d'un petit bébé qui vient juste de naître, qui est encore pas nettoyé, mais qui est énorme, qui fait 3 mètres de long. Ou bien il va faire des sculptures de jeunes adolescents qui se tiennent la main cachée derrière le dos, mais qui vont être juste un tout petit peu plus petites que l'échelle normale et qui vont être déposées sans socle dans l'espace d'exposition. Et du coup, quand on va arriver, on va être un peu dans le trouble de se dire, mais est-ce que c'est des vraies personnes ou pas? En même temps, c'est un peu petite. Mais il y a vraiment cette idée de jouer sur le flou, jouer sur le trouble, avec ce décalage toujours sur l'échelle. Donc quand on observe cet autoportrait ici, donc Mask 2, on voit un visage qui est fatigué, qui est ridé, qui est avec des pores apparentes. Quand on se rapproche, on voit que c'est vraiment une représentation qui n'est pas du tout idéalisée, qui est vraiment la tête de l'artiste quand il dort et qu'il a un peu bavé sur l'oreiller. Mais en même temps, les dimensions de cette œuvre sont très très grandes. Et ce qui par le biais de ces grandes dimensions, on a vraiment ce côté zoom très très fort sur tous les défauts du visage. C'est vraiment quelque chose qui est voulu par l'artiste. Ici, vous le voyez en train de travailler. Ce que je trouve intéressant, c'est que... Bon, je vais vous raconter comment il travaille. D'abord, un croquis au crayon ou au stylo-bille, puis une petite maquette de quelques centimètres de haut en cire ou en argile. C'est quelqu'un qui utilise beaucoup l'argile, qui va vraiment modeler avec les doigts, avec des outils très classiques d'argile, hein, vraiment.
Ensuite, il crée un moule dans lequel il coule de la résine ou de la plasticine. Et puis, ce moule que vous voyez ici, il va le peindre avec de la peinture à l'huile. Il va y insérer des poils un à un, etc., etc. Donc, il y a vraiment une idée de partir du modelage de la terre, ce qui est vraiment la forme ancestrale de la sculpture, pour après aller vers des matériaux beaucoup plus contemporains comme la plasticine ou la résine. Mais vous avez sur internet des vidéos dont je vous ai mis ici un lien, je pourrais vous l'envoyer si vous voulez, mais quand vous tapez sur YouTube Ron Mueck, vous trouvez très vite, où vous le voyez vraiment, c'est une vidéo où il n'y a pas de commentaire off, c'est juste lui qui travaille. Vous le voyez dans son atelier en train de faire ce modèle en argile et c'est extrêmement intéressant de le voir travailler. Et quand on le voit travailler, on voit vraiment les personnes qui ont déjà fait de la terre, qui savent ce que je veux dire, on voit vraiment une sincérité et un amour du matériau, quoi. Et ça, je trouve que c'est très touchant. C'est quand même quelqu'un qui travaille sur la banalité et sur la vulnérabilité de l'humain, justement dans cette apparence vieillie ou dans des moments un peu phares de la vie, comme je vous ai dit, avec le nouveau-né qui vient de naître, ou au sommeil, ou avec le portrait de son père défunt que je vais vous montrer juste après, là, dans Dead Dad, ou bien des personnes qui vont être toutes vieilles et ridées, ou des adolescents un peu fragiles, enfin vraiment sur ce côté vulnérabilité et poésie de cette vulnérabilité. Et qui avec un engagement vraiment esthétique très fort contre les idéaux de beauté, l'épiderme lissé, l'esthétique du filtre sur les réseaux sociaux, où on voit absolument aucune finesse et aucune texture de visage, aucun signe de fatigue. C'est vraiment contre ça, enfin toute sa démarche artistique se positionne contre ça. Alors, cette sculpture, c'est une sculpture monumentale qui je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la Biennale de Venise, mais on est là dans les Cordelli e dell'Arsenale, et donc c'est une sorte de bâtiment portuaire, quoi. C'est des grandes halles, et ce petit garçon accroupi, donc il a été installé là. En fait, j'avais mis avant une autre image qui s'est pas chargée, mais c'est la même sculpture, mais dans un contexte de galerie avec des murs blancs. Et je trouve que ça marche pas du tout aussi bien que là, puisque là, il est vraiment coincé, il peut pas se lever, quoi. Il est au niveau du plafond. Et il y a ce côté garçon adolescent accroupi, mais qui en même temps fait 5 fois notre taille. Dans cet endroit, donc c'est une sculpture in situ, du coup, qui a été prévue pour cet endroit. En 2001, et c'était voilà pour vous montrer aussi la diversité des grandeurs, des hauteurs possibles des sculptures que fait Ron Mueck, qui d'ailleurs assume complètement le côté lenteur dans sa pratique artistique, et c'est pour ça qu'il n'a fait que 38 sculptures dans sa carrière. Bon, c'est quand même pas mal, mais il est quand même un peu, enfin il est plus tout jeune. Et il assume vraiment ce côté, je veux avoir peu d'assistantes, je veux vraiment travailler sur mes sculptures de manière longue, lente. Ce que je trouve intéressant aussi comme parti pris artistique. Voilà la sculpture dont je vous parlais au début quand j'ai présenté les artistes, donc Dead Dad. Alors c'est donc tout simplement une copie du corps de son père sur son lit de mort, complètement nu, qui est exposé sur un socle blanc avec une lumière de néon très neutre. Et c'est vraiment, quand on regarde les détails, très intéressant de voir le soin apporté à chaque chose. Et les dimensions sont perturbantes parce que c'est assez petit, en fait. Une miniature, quoi. On le voit pas trop quand on n'a pas de comparaison à l'échelle comme ici. Mais l'idée était de montrer à la fois la vulnérabilité, le corps au repos, mais aussi le raidissement post-mortem qu'on appelle rigor mortis, donc le corps qui se crispe.
Et l'idée, c'était de faire une sculpture vraiment à la fois thérapeutique et à la fois sculpture hommage aussi à son père, et montrer une vulnérabilité, une beauté et dépasser un peu le côté macabre par la miniature de la taille en fait, qui donne presque un côté enfantin en fait. Alors ça, c'est la sculpture qu'il a fait connaître, qui a vraiment fait beaucoup de bruit dans cette exposition Sensation de 1996-97. C'est l'exposition en fait qui a fait connaître toute la génération des Young British Artists. Je ne sais pas si vous connaissez cette génération-là, avec des artistes vraiment très différents, notamment Anish Kapoor, qui est un artiste avec une pratique extrêmement intéressante, mais qui pour le coup, lui, est vraiment dans une dynamique de 70 employés dans son atelier, avec, c'est quand même lui qui a voulu privatiser le Vanta Black, le noir, l'outre noir là, pour que personne d'autre ne puisse l'utiliser sauf lui. Enfin, il y a quand même des grosses différences dans une même génération, dans des artistes qui sont un peu passés par les mêmes endroits, par les mêmes endroits. Ron Mueck a quand même été décorateur de vitrines avant tout, donc c'est un peu particulier. Enfin, en tout cas, moi, c'est un artiste qui me touche beaucoup et je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo où on le voit en train de modeler la terre et de travailler vraiment sur ces sculptures de manière manuelle, quoi, d'utiliser vraiment le regard, la main, ce lien entre matière, regard et main, qui est très spécifique au travail de la terre et qui pousse ensuite après avec le moulage, avec la peinture sur ce qu'il a fait ensuite en plasticine ou en résine, l'insertion de poils, l'ajout de défauts, le travail de la texture de la peau, etc. Mais c'est vraiment un artiste que j'ai redécouvert pour cette conférence et où j'ai été extrêmement touchée par son approche et son travail, et je trouvais ça vraiment sensationnel qui reste dans un tout petit atelier malgré son succès, avec seulement 2 assistantes et pas plus, et de garder là d'assumer cette lenteur dans ce monde qui va de plus en plus vite, d'assumer le fait de dire non, moi je vais pas produire 50 sculptures par an, je vais y aller doucement, je vais passer 7 mois sur une sculpture s'il le faut et ça ira quoi. Donc une autre sculpture ici que je trouve très intéressante, et c'est pas rien aussi de faire de la sculpture sans socle. Le fait d'apposer directement une sculpture au sol, ça pose aussi vraiment des questions sur comment est-ce qu'on envisage, comment est-ce qu'on sacralise l'œuvre d'art ou pas. Donc sous le parasol de 2013, que vous voyez ici justement de manière intéressante avec les spectateurs derrière, donc ça nous permet d'avoir une échelle, et qui démontre cette poésie de la banalité de Ron Mueck avec ce traitement des corps normaux en fait. Et quand on repense à l'homme de Vitruve ou au canon de beauté ou de corps surtravaillés, avec des données, des calculs, des choses comme ça, ou même ce qu'on peut avoir aujourd'hui aussi, avec des corps extrêmement retouchés par la chirurgie esthétique, par cette idée aussi de lissage numérique des visages, Photoshop, etc. Il y a vraiment cette notion de beauté et poésie de la normalité des corps que je trouve très intéressante chez Ron Mueck. Et toujours avec ce décalage de c'est jamais à l'échelle. Parce que par exemple, des artistes hyper réalistes comme Dwayne Hanson, ils vont beaucoup plus jouer sur le trouble du corps. Dwayne Hanson, il a par exemple fait, alors je sais pas si je l'ai peut-être mis, non. Dwayne Hanson, il a fait une sculpture hyper réaliste à taille humaine où il y a un vieux monsieur qui est assis sur un banc dans l'espace d'exposition, habillé, etc. et qui a la tête posée comme ça sur son bras. Et en fait, lui, il joue vraiment sur ce flou de on arrive dans l'espace d'exposition et on ne sait pas si c'est quelqu'un ou si c'est pas quelqu'un. Et Ron Mueck, il évacue vraiment tout de suite cette question-là, puisque comme c'est pas à l'échelle, parce que c'est soit trop petit, soit trop grand, on sait qu'il n'y a pas cette question qui se pose. Alors que Dwayne Hanson, c'est vraiment ça sur quoi il joue, quoi. Donc il y a différents types d'approches aussi
qui détermine aussi le style des artistes, puisque quand on fait de l'hyperréalisme, on pourrait aussi se dire quel est le style personnel de l'artiste quand on fait de l'hyperréalisme. C'est vraiment une question. Et je voulais juste finir par une œuvre d'une autre artiste en bonus, qui est Heather Dewey Agbor, qui est une œuvre qui s'appelle Probably Chelsea. En fait, vous rentrez dans l'espace d'exposition et vous avez suspendu à des fils transparents des visages comme des masques. Et il y a, je crois, 22 faciès là qui sont... Et donc on peut tourner autour et les voir de tous les côtés. Et en fait, Heather Dewey Agbor là fait un travail sur la reconnaissance faciale, dans le sens où elle a travaillé à partir d'une personne qui s'est fait emprisonner aux États-Unis, qui a travaillé dans l'armée américaine et qui a contribué à faire fuiter des informations classées confidentielles. Chelsea Manning, et donc qui a fait de la prison pour ces fuites d'informations, notamment liées aux exactions de l'armée américaine en Irak, tout ce qui était torture, crimes de guerre, etc. Et au moment où cette personne s'est emprisonnée, elle a changé de sexe. Donc c'est une personne trans qui a été du coup homme et qui est passée à femme. Je crois que c'est dans ce sens. Et en fait, comme elle était emprisonnée dans un quartier haute sécurité, il n'y avait aucune possibilité pour la presse ou pour les artistes de la rencontrer. Et l'artiste a réussi, par une manière un peu mystérieuse, à récolter quelques gouttes de salive ou je sais pas, enfin avoir une trace ADN de cette personne. Et à partir de la trace ADN de cette personne, elle a développé, grâce à des outils numériques, 22 profilations possibles de à quoi son visage pourrait ressembler. Mais comme c'est une personne qui en plus est en transition de genre, il y a des possibilités de visage énormes en fait. Et là, c'est les 22 visages possibles de Chelsea Manning qu'elle a voulu visibiliser, puisque justement cette personne est emprisonnée, qu'elle n'est pas visible, qu'elle n'est pas... Je crois qu'elle a été relâchée quand même depuis. Mais je suis pas sûre. Il faudrait se renseigner. Et donc c'est une œuvre sur à la fois la reconnaissance faciale, mais aussi les possibilités, la diversité des possibilités de notre propre apparence dans une même vie, à partir de juste notre construction ADN. On peut ressembler à tout un tas de choses différentes, en fait, ce que je trouve intéressant, et qui peuvent être constituées à partir de juste notre ADN. Donc si cette œuvre vous intéresse, je vous invite à aller la voir. On la trouve aussi en vidéo, donc on a une vidéo où on va circuler dans l'espace d'exposition, on y voit un peu mieux que là où on a juste le côté de face. Mais ça pose aussi cette question du dépassement des idéaux de beauté, la question de l'identité aujourd'hui et comment les artistes la travaillent dans un contexte justement où le numérique est de plus en plus prégnant, et en même temps aussi la modification des corps, comme on le voit aussi dans la carrière de Orlan. Le maquillage, voilà, toutes les questions aussi de la transidentité, à quoi on ressemblerait dans notre genre opposé, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je vais m'arrêter là. Mais juste, je vous rappelle qu'on se retrouve mardi 13 décembre, dans 2 semaines. Si vous voulez bien sûr. Merci beaucoup.